25%. C'est tout ce que Stéphane Morel a dit en faisant glisser le dossier sur la table. Pas d'introduction, pas d'explication. Juste ces 3 mots qui transformaient 18 ans de ma vie en une simple ligne budgétaire. Je m'appelle Pierre Fournier, j'ai 47 ans, et je venais de voir ma carrière se faire démolir en moins de 10 secondes. Le plus fou dans tout ça? Stéphane pensait vraiment que j'allais accepter. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai commencé chez Rock Logistique à l'époque où nous ne fonctionnions qu'avec 2 entrepôts délabrés près de Lyon et de Marseille. C'était l'époque où notre système informatique était incapable de suivre un camion s'il roulait plus de 50 km sans que quelqu'un ne tape manuellement une mise à jour. J'étais jeune, j'en voulais, et j'avais une petite expérience de la logistique acquise durant mon service militaire dans le train. En 18 ans, je suis devenu l'homme que tout le monde appelait quand tout partait en vrille. Un camion tombe en panne au milieu de nulle part sur la 7 à 2 heures du matin. Appelez Pierre. La douane bloque une cargaison à la frontière italienne. Pierre connaît le transitaire qui peut débloquer la situation. Une tempête de neige paralyse le tunnel du Mont Blanc. Pierre a déjà tracé des itinéraires de délestage. Je ne me contentais pas de gérer les opérations. J'ai construit tout le réseau de fret du couloir rhodanien à partir de rien. Chaque kilomètre d'autoroute entre Lille et Marseille, chaque poste de pesage qui cause des retards, chaque courtier en douane capable d'accélérer les choses, je connaissais tout par cœur. Quand les usines automobiles de Sochaux ou de Douai avaient besoin de pièces livrées à leur pile sous peine d'arrêter les lignes de production, ce qui coûte des dizaines de milliers d'euros par heure, c'est mon réseau qui assurait. Le truc avec la logistique, c'est que personne ne la remarque tant que tout va bien. Mon boulot consistait à m'assurer que rien n'aille mal. Pendant 18 ans, j'ai redessiné les itinéraires, tissé des liens avec les chauffeurs et fait en sorte que les opérations de Rock Logistique soient plus fluides que ce que quiconque pensait possible. Je savais quel centre de tri demandait une attention particulière pendant les épisodes Cévenol. Je savais quel poste frontière était le plus rapide lors des changements de brigade. Je savais quel transporteur resterait à nos côtés en cas de pépin et lesquels nous lâcheraient au premier hoquet. Ce genre de savoir ne s'apprend pas dans les manuels. On l'apprend en faisant le job pendant près de 2 décennies. Mais ce qui me tue, c'est que je n'ai jamais rien demandé d'extravagant. Je voulais juste une direction qui comprenne ce que je faisais réellement. La plupart des gens ne pensent à la logistique que lorsque leurs pièces auto arrivent en retard et que leur garagiste ne peut pas réparer leur véhicule. Derrière chaque livraison qui arrive à l'heure, il y a quelqu'un comme moi qui prend un millier de petites décisions pour éviter les catastrophes. C'est pour ça que j'ai tout donné à Rock Logistique. Je croyais en ce que nous construisions. Je restais tard, j'arrivais tôt, je travaillais le week-end. Je m'occupais de tâches que personne ne m'avait officiellement confiées parce que l'alternative était de voir le système s'effondrer. Alors que nous passions de 2 entrepôts à 11 plateformes majeures et 32 petits centres à travers la France, mon rôle n'a cessé de croître. Je n'étais plus seulement un directeur. J'étais l'homme qui avait conçu presque tout ce qui permettait à Rock Logistique de rester compétitive. Mais je n'en ai jamais fait tout un plat. Je faisais le travail parce que j'avais à cœur de bien le faire. Ma femme, Sandrine, disait toujours que j'étais trop loyal pour mon propre bien. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Quand quelqu'un passe des années à vous dire qu'il apprécie votre dévouement, puis vous traite comme si vous étiez jetable, ça fait un choc. Ça vous fait remettre en question chaque souvenir que vous avez de cet endroit. La réunion qui a tout changé était prévue à 8 heures un mardi matin. Les réunions tôt le matin n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Elles sont une affaire de pouvoir. Quand je suis entré dans la salle de conférence de la direction, Stéphane était déjà assis en bout de table, les mains croisées, avec cette expression qu'ont les gens quand ils ont déjà pris leur décision. À côté de lui se tenait Chloé Bernard, la nouvelle directrice des opérations qui était arrivée avec Stéphane après avoir travaillé pour une grande enseigne de distribution. Chloé avait ce sourire forcé des présentations d'intégration, le genre de sourire qui dit que les gens ne sont que des chiffres sur un tableur Excel. « Pierre, merci d'être venu », a dit Stéphane de cette voix faussement chaleureuse qu'on enseigne aux cadres. Je me suis assis en face d'eux, le soleil matinal projetant de longues ombres sur la table vernie. Il a poussé un dossier vers moi comme s'il me tendait la carte d'un restaurant. Nous avons examiné les rémunérations au sein de la division des opérations. Nous avons trouvé des écarts qu'il faut corriger pour s'aligner sur les standards du groupe. Les standards du groupe. J'avais déjà entendu cette phrase. Elle signifiait toujours la même chose, nous avons trouvé un moyen de vous payer moins.
J'ai gardé une voix calme. Quel genre d'écart? Chloé a tapoté sa tablette comme si elle annonçait un diagnostic médical. Votre salaire actuel est bien au-dessus de la moyenne nationale pour les directeurs logistiques. La moyenne nationale. Bien sûr, si l'on ignore que la plupart des autres directeurs gèrent un seul site, et non un réseau multirégional avec des opérations transfrontalières et des pics saisonniers qui peuvent faire ou défaire les chaînes de production automobile. Mais je l'ai laissé parler. Nous proposons un ajustement salarial, a continué Stéphane. Une réduction de 25%, plus des primes de performance liées aux économies de coûts. À cet instant précis, j'ai su qu'il ne comprenait rien à ce que j'avais bâti. Il voulait réduire ma paye, puis m'offrir des primes pour les aider à couper encore plus dans les coûts. Comme si tout le réseau ne fonctionnait pas déjà avec les marges les plus étroites possibles entre l'efficacité et le désastre. Une baisse de 25%, ai-je répété doucement. Stéphane s'est adossé à sa chaise comme si nous avions une conversation banale. C'est l'occasion de remettre les choses à plat, de montrer au conseil d'administration que nous sommes sérieux sur la réduction des coûts. Remettre à plat. Réduction des coûts. Du jargon de bureau pour dire « Nous pensons que vous coûtez trop cher et que quelqu'un de moins onéreux peut faire votre boulot ». J'ai pris une inspiration, luttant contre l'envie de rire. Et si je ne suis pas d'accord? Le sourire de Stéphane a vacillé un court instant. Alors nous devrons envisager d'autres options de dotation en personnel, des profils capables de gérer un travail similaire à un coût plus raisonnable. D'autres options de dotation. Traduction, on vous remplacera. Le plus drôle n'était pas la menace. C'était qu'il croyait réellement que ça marcherait. J'ai regardé Stéphane droit dans les yeux. Donc, après 18 ans, vous me dites que ma valeur vient de chuter de 25%? Nous disons que l'entreprise doit s'optimiser, est intervenue Chloé avec fluidité. Optimiser. J'avais vu des gens comme Chloé détruire des opérations entières parce qu'ils confondaient optimisation et simplification excessive. Ils traitaient l'expertise comme un coût fixe au lieu de la voir comme une assurance contre des catastrophes à plusieurs millions d'euros. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration. Ils avaient déjà décidé que j'étais une dépense, pas un atout. Ils voulaient que je me soumette, pas que je discute. Stéphane a refermé son dossier comme un juge clôturant un procès. Nous avons besoin de votre réponse d'ici vendredi. Le conseil a approuvé cette mesure et nous avançons vite. 3 jours. 3 jours pour décider d'accepter de se faire piétiner ou de quitter 18 ans de ma vie. C'est compris, ai-je dit en me levant lentement. Je vous donnerai ma réponse vendredi. En sortant de cette salle, je ne suis pas retourné directement à mon bureau. J'avais besoin d'air frais, pas de cet air climatisé qui sent toujours l'encre de photocopieur et le désespoir. Je suis allé sur le quai de chargement et j'ai regardé les chariots élévateurs s'agiter comme des ouvrières dans une ruche, sans savoir que la ruche était déjà en train de se fissurer. Je suis resté là, repassant les mots de Stéphane dans ma tête. Remise à plat, standard du groupe, optimisation. Chaque expression semblait si propre, si calculée, si totalement déconnectée de ce que je faisais chaque jour. Les gens comme lui prennent des décisions depuis des salles de conférence. Les gens comme moi empêchent les entreprises de s'écrouler dans le monde réel. De retour à mon bureau, je n'ai pas paniqué et je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Quand la vie vous frappe en traître, la pire chose à faire est de rester figé. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je gardais 18 ans de preuves, chaque évaluation annuelle, rapport opérationnel, étude d'efficacité et analyse d'économie de coûts que j'avais produit. Pas une collection sentimentale. Des preuves. Des preuves de chaque euro que j'avais fait gagner à Rock Logistique, de chaque crise que j'avais évitée, de chaque désastre que j'avais discrètement détourné avant qu'il n'apparaisse sur les écrans radars de quiconque. Les taux de rétention des contrats s'étaient stabilisés grâce au planning de transporteurs que j'avais conçu. Les goulots d'étranglement saisonniers avaient été éliminés grâce au modèle de capacité que j'avais reconstruit de zéro. Des millions avaient été sauvés parce que j'avais repéré des erreurs d'aiguillage avant qu'elles ne se transforment en cauchemars de conformité réglementaire. L'ironie était parfaite. Les opérations fluides dont Stéphane se vantait d'avoir hérité lors de son premier mois. C'étaient mes systèmes. Il voyait tout fonctionner parfaitement et supposait que c'était automatique. Les gars comme lui font toujours cette erreur. Quand les choses marchent sans accroc, ils pensent que c'est facile. Quand tout explose,
il voit enfin les mains invisibles qui maintenaient l'ensemble. J'ai ouvert ma messagerie et cherché des noms que je gardais de côté depuis des années. Des vice-présidents régionaux, des directeurs, des chasseurs de têtes de concurrents qui avaient essayé de me débaucher plus de fois que je ne pouvais le compter. J'avais toujours dit non. La loyauté était ma marque de fabrique, mais la loyauté devient de la stupidité quand on est loyal envers des gens qui vous traitent comme un coupon de réduction. J'ai écrit 3 messages, courts, professionnels, honnêtes. Je ne me suis pas vendu, je n'ai pas supplié. J'ai juste dit que j'envisageais de nouvelles opportunités et que j'étais ouvert à la discussion. J'ai hésité au-dessus du bouton d'envoi pendant peut-être 10 secondes. Non pas parce que je doutais de ma valeur, mais parce qu'il est dur de quitter quelque chose qu'on a bâti, même quand rester signifie se perdre soi-même. J'ai cliqué sur envoyer. Immédiatement, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Un soulagement pur et stable remplaçant la piqûre que Stéphane avait tenté de m'infliger. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai raconté à Sandrine ce qui s'était passé. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a dit exactement ce que j'attendais, il était temps. Tu as été trop bon avec eux pendant bien trop longtemps. Dès mercredi après-midi, j'avais ma première réponse. Jeudi matin, j'avais 2 offres d'emploi solides. Vendredi, je n'avais plus besoin de l'avis de Stéphane sur ce que je valais. J'avais déjà trouvé la réponse tout seul. Le vendredi matin semblait plus vif que d'habitude. Plus froid. Je suis entré chez Rock Logistique en sachant que c'était mon dernier jour en tant que directeur des opérations. Ma lettre de démission était posée sur mon bureau comme une promesse que j'étais prêt à tenir. Je l'ai prise et je me suis dirigé droit vers l'étage de la direction. L'assistante de Stéphane a levé les yeux, surprise. Il est en réunion. Croyez-moi, il voudra prendre celle-là, ai-je dit, et j'ai poussé la porte de la salle de conférence avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Stéphane et Chloé ont levé les yeux de leur discussion, leurs expressions passant de l'agacement au professionnalisme de façade. J'ai placé l'enveloppe juste devant eux. Ma décision, ai-je dit simplement. Stéphane a hésité avant de l'ouvrir. Quand il a lu la première ligne, ses sourcils se sont redressés. Vous démissionnez? Avec effet dans 2 semaines? Je m'assurerai que la transition se fasse correctement, ai-je confirmé. Il a cligné des yeux comme si cette possibilité ne l'avait jamais effleuré. Pierre, nous pensions que vous prendriez le week-end pour y réfléchir. L'ajustement n'était pas gravé dans le marbre. C'était un point de départ pour une discussion. J'ai failli rire aux éclats. Stéphane, ce n'était pas une discussion. C'était un message, et je l'ai reçu 5 sur 5. Chloé s'est penchée en avant avec ce ton artificiellement mielleux que les cadres utilisent quand ils réalisent qu'ils ont mal calculé leurs coûts. Je suis sûr que nous pouvons trouver des termes qui reconnaissent votre expérience tout en respectant nos objectifs budgétaires. J'ai secoué la tête. Vous avez eu 18 ans pour faire ça. Le silence a envahi la pièce comme une poussière qui retombe. Pas un silence hostile, juste de la résignation. Sauf que ce n'était pas la mienne. Nous avons des managers compétents qui peuvent reprendre vos responsabilités, a dit Stéphane, sur la défensive maintenant. Ce ne sera pas aussi perturbateur que vous le pensez. Vous avez raison, ai-je acquiescé. Vous ne remarquerez rien aujourd'hui, ni demain. Peut-être même pas la semaine prochaine. J'ai laissé ces mots planer un instant. Mais vous finirez par remarquer. J'ai vu son visage tressaillir très légèrement. Êtes-vous en train de dire que l'opération ne peut pas fonctionner sans vous? Je dis que les systèmes ne tournent pas uniquement grâce à de la paperasse, ai-je répondu calmement. Vous venez d'éliminer le savoir-faire qui empêchait cet endroit de s'effondrer sous sa propre complexité. Où allez-vous? A-t-il fini par demander. Chez Apex Logistique. Ils m'ont proposé le poste de vice-président des opérations Méditerranée. Je vais bâtir leur nouveau réseau transfrontalier de zéro. L'expression de Chloé a changé, elle a soudainement compris ce que cela signifiait. Apex n'était pas juste un concurrent de plus. C'était la menace à la croissance la plus rapide pour Rock Logistique dans le secteur automobile. Et maintenant, ils allaient avoir l'homme qui avait conçu les meilleures années de Rock Logistique. J'aurai terminé les documents de transition d'ici la fin de la journée, ai-je dit en me levant. Après cela, le réseau est tout à vous. En sortant de là, je n'ai pas eu l'impression d'avoir remporté une grande victoire. Je me sentais juste soulagé.
comme si je venais de poser un sac lourd que je portais depuis des années sans réaliser son poids. Ma période de préavis de 2 semaines a ressemblé à un accident de train au ralenti. Pas le genre d'accident qui s'annonce avec de grands fracas, mais le genre silencieux où les choses commencent à s'effondrer pièce par pièce jusqu'à ce que tout s'écroule. Dès le lundi de ma première semaine, la première fissure est apparue. L'un des analystes d'itinéraire, quelqu'un que Stéphane pensait capable de gérer mes responsabilités, a approuvé un transfert de fret entre nos plateformes de Lille et de Strasbourg sans vérifier les alertes météo régionales. N'importe quel responsable d'exploitation dans le Nord qui fait ce métier depuis plus de 5 minutes sait que les plateaux venteux peuvent devenir dangereux lors de certaines tempêtes. J'avais passé des années à suivre ces modèles, à construire des plannings autour d'eux. Ce matin-là, 2 de nos camions ont été immobilisés par la gendarmerie à cause de conditions de conduite dangereuses. Le retard a fait que nous avons manqué la fenêtre de livraison d'un client majeur de pièces automobiles. Un seul retard n'est pas la fin du monde, mais en logistique, les retards ne restent jamais isolés. Ils sont comme des dominos, fait-on tomber un et tout ce qui se trouve derrière suit. Le mardi a apporté la deuxième fissure. L'un de nos chefs de quai m'a appelé sur mon portable personnel, ce qui n'était pas censé arriver puisque Stéphane avait redirigé toutes les questions opérationnelles vers son nouveau comité de pilotage de transition. Pierre, a chuchoté l'homme comme s'il avait peur d'être entendu, on a un sérieux problème. Le tri à l'arrivée à Marseille est complètement saturé parce que des conteneurs qui devaient aller à Lyon ont été envoyés à Nice par erreur. L'équipe a essayé de corriger le tir, mais sans cet outil d'équilibrage prédictif des charges que tu lançais chaque soir, ils ont juste envoyé plus de camions au lieu de résoudre le problème. Résultat ? Nice a été submergé, Marseille s'est arrêté net, Lyon s'est retrouvé à court de fret, et chaque site en aval en a ressenti les effets. Le réseau de fret fonctionne comme le flux sanguin, si une artère se bouche, tout le corps en souffre. Pire encore, plusieurs de nos clients automobiles ont remarqué les retards. Un gros constructeur a envoyé un mail cinglant menaçant de réviser son contrat si nous ne reprenions pas les choses en main. Je n'ai pas réglé le problème. Je ne pouvais pas le faire même si je l'avais voulu. Je n'y étais pas autorisé, et honnêtement, ce n'était plus mon problème. Le 5e jour a frappé plus fort que les autres. Le nouveau responsable de l'intégration opérationnelle, un titre que Stéphane avait inventé pour se sentir intelligent, a approuvé un changement de transporteur en milieu de mois sans recalculer les zones kilométriques. Il pensait économiser de l'argent en déplaçant 2 lignes majeures vers un transporteur régional moins cher. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que les terminaux de ce transporteur étaient toujours en retard sur le traitement des colis. Il n'a pas non plus pris la peine de vérifier les prévisions météo annonçant des orages violents traversant le centre de la France. En 24 heures, nous avions un retard de près de 12 000 colis, 3 centres de distribution affichant du rouge sur tous les tableaux de bord, et une mise en demeure pour rupture de contrat de la part d'un client réputé pour son absence totale de patience envers les bavures. L'équipe est passée en mode panique. Ils se sont agités, ont crié, ont réaffecté des camions, ont dérouté tout sauf ce qui devait réellement être fait, anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Le système que j'avais mis 18 ans à bâtir n'était pas cassé. Les gens qui essayaient de le faire tourner n'avaient simplement aucune idée de ce qu'ils faisaient. Rien de tout cela ne m'a surpris. Pendant des années, les gens se demandaient pourquoi je restais toujours calme pendant les urgences. La vérité était simple, je voyais venir les urgences bien avant qu'elles ne deviennent des urgences. Mon boulot n'était pas d'éteindre des incendies. C'était d'empêcher des départs de feu que personne d'autre ne soupçonnait. Une semaine après le début de mon préavis, les choses sont passées à un tout autre niveau. L'un de nos plus gros clients, celui dont le fret représentait environ 15% de notre volume mensuel, a exigé une conférence téléphonique d'urgence avec la direction. Leur cargaison avait été en retard 6 fois en 8 jours. Ils voulaient des réponses et ils voulaient des garanties. Ce qu'ils ont eu, c'est Stéphane bafouillant une série de mots à la mode sur les inefficacités temporaires durant les transitions de personnel. L'un des managers m'a envoyé un SMS après l'appel, c'était brutal, Pierre. Ils sont furieux. Je n'ai pas répondu. Parfois, le silence en dit plus que les mots. À la fin de ma 2e semaine, les fissures étaient devenues des cassures nettes. Tout ce qui s'effondrait était quelque chose que j'aurais pu empêcher. Tout ce qui n'allait pas était prévisible. Tout ce qui arrivait était le résultat direct d'une seule décision, Stéphane pensant qu'il pouvait remplacer 18 ans de savoir par une alternative moins chère. 9 semaines plus tard, j'étais bien installé chez Apex Logistique et j'en savourais chaque minute.
Pour la première fois depuis des années, je construisais quelque chose de nouveau sans avoir à me battre pour chaque ressource ou à justifier chaque décision devant des gens qui ne comprenaient pas le travail. Apex voulait mon cerveau, mon expérience, mes systèmes. Il ne se gênait pas pour le dire non plus. J'étais en train de dessiner un nouveau modèle de routage synchronisé quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser passer l'appel, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Pierre, a dit la voix, et je pouvais y entendre la tension. C'est Stéphane. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. L'effondrement avait dû devenir assez grave pour qu'il ne puisse plus le cacher. Il s'est raclé la gorge comme s'il se préparait à annoncer une mauvaise nouvelle à une famille. J'aimerais discuter d'une opportunité potentielle pour vous de revenir chez Rock Logistique. Choix de mots intéressants compte tenu de l'état de leurs opérations. Je vous écoute, ai-je dit, même si une partie de moi savait déjà exactement où cela menait. Au cours des dernières semaines, a-t-il commencé prudemment, nous avons rencontré quelques défis de coordination. L'équipe de transition fait de son mieux, mais la complexité de l'opération. Eh bien, il est devenu clair que les systèmes requièrent une connaissance que vous seul possédez. Je me suis adossé à ma chaise, regardant le plateau opérationnel propre et organisé d'Apex. Qu'est-ce que vous me demandez, Stéphane ? Le silence s'est prolongé assez longtemps pour que je l'imagine se massant les tempes comme il le faisait quand les chiffres ne collaient pas. Nous aimerions que vous reveniez à un poste de direction. Vice-président exécutif des opérations. Meilleur titre, plus d'autorité, reconnaissance totale de votre valeur. Le désespoir dans sa voix me disait que ce n'était pas juste une offre généreuse. C'était une offre vitale. Votre rémunération serait entièrement rétablie et augmentée de 42% par rapport à votre salaire d'origine, a continué Stéphane, sa voix devenant de plus en plus désespérée au fil des secondes. J'ai regardé par ma fenêtre le centre opérationnel d'Apex. Des équipes travaillant ensemble sans heurts, des logiciels tournant parfaitement, des tableaux de livraison affichant du vert sur toute la ligne. Un système bâti avec le respect pour ceux qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Stéphane, ai-je dit lentement, vous m'avez proposé une baisse de salaire de 25% parce que vous pensiez que quelqu'un de moins cher pouvait faire mon boulot. Qu'est-ce qui a changé ? Il a laissé échapper un long soupir. Nous avons sous-estimé ce que vous apportiez à l'exploitation. Le conseil d'administration comprend maintenant l'importance qu'avait votre supervision. Le coût des problèmes récents a rendu cela limpide. Je n'ai pas demandé quel problème. Je les connaissais déjà. Le bouche à oreille va vite dans le monde de la logistique, et les nouvelles de Rock Logistique n'étaient pas bonnes. Ils avaient perdu 3 de leurs plus gros clients automobiles. Plusieurs transporteurs étaient partis après des échecs de livraison répétés. Le retard sur leur plateforme de Marseille était tel qu'ils avaient dû louer des espaces de stockage d'urgence, ce qui ne faisait que rendre les délais plus visibles pour les clients qui suivaient leur cargaison. Je suis sûr que vous savez, a ajouté Stéphane à contre-cœur, qu'Apex se développe de manière agressive. Votre implication là-bas a vraiment accéléré leur croissance. Traduction, nous avons offert à notre plus gros concurrent l'homme qui a bâti notre succès. Stéphane, ai-je dit doucement, il est trop tard. Pierre, je vous en prie. Ce n'est plus seulement une question de Rock Logistique. Tout le réseau a besoin de stabilité. Votre leadership pourrait réparer les dégâts. J'ai donné 18 ans à Rock Logistique, ai-je répondu. Vous avez évalué cela à une baisse de 25%. Vous ne pouvez pas parler de loyauté maintenant que vous êtes en train de couler. Il n'a pas répondu, mais j'entendais sa défaite à travers sa respiration. Vous avez fait un choix, ai-je poursuivi. Maintenant, vous en payez le prix. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reveniez ? A-t-il fini par demander, la voix brisée. Il faudrait remonter le temps, ai-je dit, avant que vous ne décidiez que ma valeur n'était qu'une ligne sur un tableur budgétaire. Long silence. Puis, je comprends. Et il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute après cela. Je ne me sentais ni triomphant ni en colère, juste certain. Certain que partir était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Certain que Rock Logistique ne s'effondrait pas parce que j'étais parti, mais parce que la direction n'avait jamais compris ce qui permettait à l'entreprise de tourner. Le véritable dénouement est arrivé au cours des mois suivants, quand le secteur a commencé à bruisser de l'effondrement de Rock Logistique. Ce n'était pas un scandale ou un procès. C'était la mort lente et prévisible d'une entreprise qui avait vidé sa propre expertise.
Depuis mon bureau chez Apex, j'ai vu les rapports tomber. Davantage de transporteurs rompant leur contrat, des clients déplaçant leur fret vers la concurrence, chaque indicateur important allant dans la mauvaise direction. Le coup de grâce est survenu quand les résultats trimestriels de Roc Logistique ont montré un pic de 12 millions d'euros de pertes opérationnelles. Ce chiffre s'est propagé dans les cercles logistiques comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait savoir comment une entreprise aussi stable avait pu s'écrouler si vite. L'explication interne était le baratin habituel de bureau, conditions de marché inattendues, défis de transition temporaire, perturbations imprévues. Mais les gens qui comprenaient vraiment la logistique connaissaient la vérité. Ils avaient arraché le cerveau et s'attendaient à ce que le corps continue de fonctionner. Pendant ce temps, Apex vivait l'expérience inverse. Le système de routage synchronisé que j'avais conçu battait toutes les projections. Les délais de livraison s'amélioraient, les relations avec les transporteurs se renforçaient, notre expansion dans le sud avançait avec 6 mois d'avance sur le planning. Le PDG d'Apex a plaisanté avec moi un jour, quoique Roc Logistique nous ait cédé, je devrais probablement leur envoyer une carte de remerciement. Je ne l'ai pas dit tout haut, mais j'étais plutôt d'accord. Quelques mois plus tard, j'ai pris la parole lors d'une conférence logistique régionale. Mon sujet était la prévoyance opérationnelle, la colonne vertébrale de la distribution moderne. J'ai parlé du poids invisible du travail logistique, des décisions que personne ne voit, des désastres évités en coulisses, et de pourquoi comprendre les modèles compte plus que de simplement réagir aux problèmes. Après mon intervention, une jeune responsable de la chaîne d'approvisionnement est venue me voir. « Pierre, a-t-elle dit, comment gérez-vous une direction qui vous voit comme un coût fixe au lieu d'une infrastructure essentielle ?» Je l'ai regardé et j'ai ressenti ce sentiment familier. J'avais été à sa place autrefois, travaillant 2 fois plus dur pour prouver ma valeur à des gens incapables de voir à quoi ressemblait la valeur. Documentez tout ce que vous faites, lui ai-je dit. Apprenez les modèles, devancez les problèmes. Mais si votre direction vous traite comme un coût au lieu d'un investissement, ne gâchez pas votre vie à essayer de les convaincre du contraire. Il y a des entreprises qui sauront apprécier ce que vous apportez. Allez là où vous êtes respecté, pas seulement toléré. Elle a hoché la tête comme si elle enregistrait ce conseil pour plus tard. Ces jours-ci, j'ai 2 documents encadrés sur le mur de mon bureau. À gauche, la lettre de Stéphane proposant ma baisse de salaire de 25%. À droite, le prix qu'Apex m'a remis pour avoir conçu le réseau logistique transfrontalier le plus efficace de l'histoire de l'entreprise. Ce contraste raconte toute mon histoire. Une entreprise m'a vu comme un chiffre à réduire. L'autre m'a vu comme la raison pour laquelle leurs chiffres s'amélioraient. Parfois, les directions appellent cela de l'optimisation budgétaire. Parfois, le secteur appelle cela une restructuration. Mais je sais ce que c'est réellement, une incapacité à reconnaître la valeur avant qu'elle ne disparaisse. Roc Logistique a appris cette leçon à la dure et au prix fort. Je suis parti et j'ai construit quelque chose de mieux que ce que j'aurais jamais cru possible. Le truc avec le fait de vieillir dans le monde de l'entreprise, c'est que la stabilité peut devenir un piège déguisé en confort. La routine peut vous faire ignorer des signaux d'alarme que vous auriez fui quand vous étiez plus jeune. Je m'étais convaincu que 18 ans de service garantissaient le respect. Ce n'était pas le cas. Les gens s'habituent à votre compétence et commencent à penser qu'elle ne leur coûte rien. Quand les mauvais dirigeants prennent le pouvoir, la loyauté devient un levier contre vous. Ils s'attendent à ce que vous restiez parce que vous l'avez toujours fait. Mais voici ce que j'ai appris, quand vous arrêtez de défendre un endroit qui ne veut pas vous défendre, vous reprenez votre pouvoir. Ma vengeance n'a été ni spectaculaire ni bruyante. Elle a simplement consisté à choisir de ne pas sauver des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Roc Logistique ne s'est pas effondrée parce que je voulais qu'ils échouent. Elle s'est effondrée parce qu'elle a enfin dû tenir debout toute seule. Dans le monde d'aujourd'hui, où les industries changent vite et où la loyauté signifie moins qu'avant, il faut savoir quand quitter la table. Votre valeur ne se mesure pas à qui vous garde auprès de lui. Elle se mesure à qui vous estime assez pour ne pas vous perdre en premier lieu.